Oui, des petits charges. Eh ouais. C'est bon, je pense qu'on y est. Bon, on y arrive. Oh là là, chez moi aussi c'était compliqué, hein. Alors, moi j'ai de la compagnie, comme vous voyez. Il n'y en a aucun qui dorme. Alors, figure-toi que j'ai réussi à l'endormir, mais au moment de la déposer dans le lit, elle s'est réveillée, bien sûr. J'ai Moi, cru que c'était voilà, génial. elle se réveille de sa sieste. Ouais, coucou. Donc voilà, mais c'est bon, je suis là. Donc Super. je vais probablement bouger, c'est normal. Oui, oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par te présenter, puis après on entrera dans le vif du sujet. Ça marche, super, ça me va bien. Donc ce soir, c'était un live avec du coup Caroline Deville, donc qui est sous le pseudo Instagram Institut au sein en douceur. Si je ne me trompe pas, tu es médecin généraliste, consultante IBCLC et passionnée des freins restrictifs buccaux auxquels tu te formes en permanence et que du coup tu as la bienveillance et la gentillesse de nous transmettre à travers tes propres formations. Merci pour l'invitation, avec plaisir. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un frein? Qu'est-ce que c'est un frein? Un frein, c'est quoi? Oui, alors donc l'heure est vraiment grave parce que je vous annonce à tous et à toutes qui nous regardez ici que vous avez tous un frein. Donc on s'entend bien, vous avez tous un frein, un frénélum, d'accord. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, heureusement, c'est que heureusement tous les frénélums et tous les freins ne sont pas restrictifs. Ok, et donc voilà. Donc, il faut vraiment faire cette différence entre les frénélums qui vont être restrictifs et les frénélums qui ne le sont pas. Ok. Et donc déjà là, en fait, il y a un gros, un mauvais vocabulaire employé qu'il faut vraiment bien, voilà, qu'il faut bien remettre les points sur les i par rapport au vocabulaire employé, voilà, comme je dis. Ouais. Et alors un frein, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai dans la tête, je vais t'aiguiller le tube neural. Ouais, exact. Bon, alors, en fait, un frénélum, c'est un reste de l'embryologie. Ok, comme on a tous un appendice, c'est un reste de l'embryologie également. Ok, ben, en fait, le frénélum, c'est exactement pareil, c'est un reste de l'embryologie. Et les freins qui sont restrictifs, c'est un reste de l'embryologie, mais d'une embryologie qui n'a pas suffisamment évolué. Et à ce moment-là, il devient restrictif. Donc involué, c'est qui ne s'est pas bien remis en fait. Alors, l'embryologie, en fait, c'est quoi? L'embryologie, c'est la formation, le développement des organes, des cellules, mais qui se font par multiplication, mais par involution aussi. Et donc, il y a réellement des choses durant l'embryologie qui involuent, qui disparaissent. C'est vraiment, ça se forme, ça disparaît, ça se forme, ça disparaît, et c'est ce qui fait tous nos organes et tout notre corps. C'est comme, par exemple, aussi oui, oui, yes, un exemple très très parlant, c'est que voilà, il y a un moment donné, on a tous des doigts palmés très tôt dans l'embryologie, dans l'embryogenèse, et il va y avoir une involution de cellules entre les doigts qui vont séparer les doigts. Et en fait, le frein, c'est pareil. En fait, la langue à la base, elle est collée, si je peux dire ça comme ça, au niveau du plancher buccal, et il va y avoir une involution de cellules qui va permettre à la langue de se séparer du plancher buccal et qui fait que du coup, il nous reste tous un petit frénélum qui est normal. Okay, on a tous un frein, on a tous un frénélum. Mais sauf que parfois, cette régression de cellules ne se fait pas jusqu'au bout correctement. Et en fait, il reste des petits amas, c'est ça que tu expliquais en formation? C'est ça, il reste vraiment des cellules qui auraient dû disparaître en fait. D'accord, ok. Et du coup, des freins, on peut en avoir où? Alors oui, donc c'est pareil sous la langue, ici. Ok, les lèvres aussi, il y a des involutions de cellules qui vont séparer les lèvres des gencives. Donc ça veut dire qu'on peut également avoir un frein ici au niveau de la ligne médiane, hein, le frein de lèvres. Ça veut dire qu'on peut avoir des freins de joues entre les joues et les gencives ici. Et alors, bon, ça, on en parle très peu. On a zéro étude clinique par rapport à ça, mais le frein, on peut avoir aussi un petit frein ici. Bon, moi, j'en ai pas, donc voilà. Je sens que ce live va être sexy. Mais voilà, vous allez voir ma bouche sous toutes les angles de mon téléphone, exactement. Donc voilà, donc des freins, il peut y en avoir, voilà, vraiment au niveau des gencives, des joues, des lèvres, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et sous la langue. Est-ce que du coup, on peut considérer que chez les petits garçons, les bébés petits garçons, le frein au niveau du pénis, ça fait partie des freins qu'on a sur le corps?
Ça fait partie des points d'interrogation et des observations. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de malformation de la ligne médiane, vraiment cette ligne, voilà, symétrique, dont le frein fait partie, hein, comme les spina bifida au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, on peut se poser la question, en effet, au niveau du pénis. Chez les petits garçons, oui, on peut se poser la question. Il y a pas, c'est pas démontré évidemment, mais ça pose beaucoup de questions, en effet. Et alors, en quoi un frein est-il restrictif ou ne l'est-il pas? Exactement, c'est une très bonne question. Un frein est restrictif quand il empêche quand la fonction, on n'a plus une bonne fonction de la langue. Ok, alors là, quand on parle de fonction de la langue, c'est quoi? On parle des mouvements de la langue. Donc, on va vraiment parler de l'extension de la langue. Voilà, ça, tu vas faire les mouvements, l'extension de la langue, la latéralisation de la langue, l'étalement de la langue, l'élévation de la langue. Voilà, C'est la démo, hein. la vague que la langue est censée pouvoir faire. Non, ça, j'y arrive pas. Ouais. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on définit la fonction de la langue. Et en fait, quand la langue ne peut pas faire tous ces mouvements à 100%, on va parler d'une fonction de langue qui est anormale, qui peut être due à parfois plusieurs choses. Il n'y a pas que les freins qui empêchent la langue de ne pas fonctionner correctement. Hein, je pense bien sûr aux tensions qu'il peut y avoir dues à la grossesse ou à la naissance aussi, peuvent donner des tensions au niveau de la langue. Mais donc un frein, voilà, c'est ce qu'on va appeler un frein restrictif, c'est quand le frénélum empêche la langue de fonctionner à 100% correctement. Ok, et ça peut se voir très tôt chez les petits alors. Ah, ça se voit. Il y en a pour lesquels on va le voir tout de suite à la naissance, pour lesquels on n'hésite pas, c'est très clair. Il y en a pour lesquels on va hésiter en se disant, tiens, est-ce que c'est le frénélum qui est restrictif? Est-ce que ce sont les tensions de la naissance? Est-ce que c'est un mix des deux? Donc, il y a des cas, comme moi je dis toujours, un petit peu borderline, où on ne sait pas voir tout de suite, pour lesquels on hésite. Et c'est OK. C'est OK. Mais il y en a qu'on va voir tout de suite dès la naissance. Hein. Ça, oui. Alors, du coup, on va les voir tout de suite et on va se poser des questions, mais à partir de quel moment est-ce qu'un frein va être gênant, donc on va dire restrictif, et donc il n'y a pas de fonctionnalité de la langue pour l'allaitement? Alors, j'ai envie de dire tout de suite, si le frein est restrictif, tout de suite, il y a de grandes chances qu'il pose de problèmes. Voilà, il est restrictif. Si la langue ne peut pas bouger dans son entièreté correctement, ça va engendrer des problèmes tout de suite. Ouais. Le problème qui se passe, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de soucis qui ne sont pas dépistés, où on pense que c'est normal d'avoir mal au démarrage de l'allaitement. On pense que c'est normal d'avoir un bébé qui perd beaucoup de poids les premiers jours après. Alors oui, un bébé va perdre du poids, mais voilà, c'est toute la difficulté de savoir entre ce qui est normal et ce qui est pas normal. Oui. Et un bébé qui s'endort au sein, on va dire, oh, mais madame, il a un petit poids, donc il s'endort au sein. Alors oui, il a un petit poids, il s'endort au sein, mais tiens, quand même, est-ce qu'on n'a pas été... est-ce qu'on a vérifié la fonction de la langue? Donc en fait, le problème, c'est que donc, si le frein est restrictif, il va engendrer des symptômes tout de suite, ok? Mais simplement, on ne va pas spécialement dépister ces symptômes. On va penser que ce qui se passe est normal, mais voilà, il va y en avoir tout de suite. Oui, moi je pense que oui. Alors, je rebondis juste parce que Mamandine nous pose la question, mais on a répondu, qu'est-ce qui explique qu'un enfant naisse avec un ou des freins de langue? Et on peut est-ce qu'on peut considérer ça comme une malformation? Donc, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Oui, ce qui explique que les enfants naissent avec un frein, c'est que ce sont des amas cellulaires qui ne sont pas partis lors de l'évolution du fœtus et qui auraient dû, hein, c'est des résidus. C'est ça, oui, et puis, est-ce qu'on peut considérer ça comme une malformation? Le mot est peut-être un peu fort, mais oui, si. Oui, si, c'est une pathologie congénitale, hein, c'est une malformation congénitale. Le bébé, il naît avec son frein. Donc, l'anomalie, elle est là dès la naissance, en fait. Donc, pour moi, oui. D'accord. Et du coup, je me disais, quid de ces bébés auxquels on voit tout de suite qu'il y a un frein et on va se dire direct on coupe sans même avoir testé de tété, ce pauvre petit bout de chou, il n'avait pas encore mis le sein dans la bouche que déjà on lui dit, bah attends, on va te couper, quoi. Il faut couper, exactement. Et bon, c'est très compliqué et j'ai pas de réponse vraiment toute faite par rapport à ça parce que, comme tu le dis si bien, ce bébé, il vient de naître.
La partie la plus sensible de son corps, ben, c'est la bouche. Hein, ok, la bouche est vraiment une partie très, 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 très sensible pour les bébés. Et donc, on va aller couper un truc dans leur bouche. Alors que lui, il est en pleine découverte avec le sein de sa maman, il vient de naître. Donc, ce que tu dis est tout à fait vrai. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Pourtant, ce frein est restrictif, donc il pose problème aussi. Donc, c'est vraiment une balance décisionnelle pour lequel on n'a pas de guidelines, on n'a pas de... Il n'y a pas de guidelines par rapport à ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que pour ces bébés qui viennent de naître, il faut prendre en compte avant tout la prise en charge multidisciplinaire. Couper un frein, c'est très bien, mais si on coupe un frein sans rien faire avant ni après, ça ne sert à rien. Je vais juste indiquer aux mamans qui nous suivent et qui ont pas mal de questions, les filles, il y a un petit icône avec un point d'interrogation juste en bas du live. Vous cliquez dessus pour mettre votre question parce que sinon, c'est perdu dans le flow de la conversation et je ne pourrai pas tout suivre. Donc, utilisez bien, je vous redirai au fur et à mesure de la conversation, le petit icône avec le point d'interrogation en bas. Oui. Du coup, comme on parlait du frein et par rapport à l'allaitement, en fait, qu'est-ce qui vont être les symptômes liés à l'allaitement pour dire que finalement, il y a un frein et qu'il est restrictif et que là, il nous embête dans l'allaitement? Exactement. Et là, à nouveau, c'est vraiment très, très compliqué parce il existe toute une liste de symptômes. Tout à fait. Mais ce sont tous des symptômes qui sont aussi banals pour plein d'autres choses. Et donc c'est ça qu'il n'y a pas de nouveau. Il y a pas de. C'est pas parce qu'on a ça comme symptôme que d'office il y a un frein restrictif. Qu'en fait il va falloir faire un diagnostic différentiel pour un petit peu pour tous les symptômes. Et il va vraiment falloir prendre en compte. On va pas décider que le frein est restrictif sur base uniquement de symptômes. On va décider que le frein est restrictif sur base de l'examen clinique de la langue, sur base de l'examen anatomique du frein, sur base des tensions qu'on peut observer, sur base des symptômes de l'allaitement, des symptômes de la naissance. On va vraiment se décider en fait en fonction de toute une série de choses et pas que les symptômes. Alors, je rebondis peut-être juste sur ce que tu disais avant, quand tout se passe bien au niveau de l'allaitement et qu'il y a un frein restrictif buccal. Et j'ai déjà eu des mamans comme ça où, en effet, elles me contactaient en me disant, mais tout va bien au niveau de l'allaitement. Je posais plein de questions et tout allait bien. Et elles me disaient, mais Caroline, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, c'est vrai que quand moi, je voyais le bébé, je voyais un bébé qui avait quand même beaucoup de tension. Enfin, vraiment, même si tout allait bien d'un point de vue de l'allaitement, moi, je voyais un bébé où ça n'allait pas, quoi. Et donc, j'ai eu comme ça quelques mamans et je leur disais, écoutez, moi, je pense qu'il faut le faire. Je pense que ce sera bénéfique, même si tout va bien au niveau de l'allaitement. Et ce sont des mamans qui après me recontactent et me disent, mais Caroline, tout va mieux. Et donc voilà, je pense que même quand tout va bien, ça veut pas dire, alors c'est très bien, ça veut dire qu'on a le temps et qu'on va vraiment avoir le temps de faire une belle prise en charge multidisciplinaire avant. Et donc, c'est très bien. Mais il faudra très probablement le faire si le frein est restrictif parce que les symptômes vont arriver à un moment donné ou à un autre. On ne sait jamais quand ni quoi, mais il y a un moment donné, ça va arriver. Donc, pour ce bébé où tout va bien, prenons le temps de le préparer, prenons le temps de faire ce magnifique suivi multidisciplinaire et de lui enlever son frein restrictif quand ce sera le moment, sans trop tarder, parce que voilà, ça ne sert à rien non plus. Et ça lui évitera bien des soucis par la suite, ça c'est sûr. Du coup, la petite nuance, moi la question nuancée que je me pose, c'est est-ce que du coup, il faut forcément couper le frein d'un bébé quand on est comme ça à la maternité, on a des douleurs, mauvaise prise de poids, etc. On dit il y a un frein. Est-ce qu'il faut forcément le couper, genre now, maintenant, ou se dire ok, on va mettre des pansements, on attend la sortie, on fait un bilan fonctionnel et on voit ce qu'il en ressort. Exactement, je prends la deuxième solution. Moi, je pense qu'un frein ne devrait jamais être coupé à la mat. C'est trop tôt, il faut d'abord traiter les tensions, il faut savoir ce qu'on traite en fait. Donc pour ça, c'est des bébés qui doivent être vus par un chiro, un ostéo, ce sont des bébés chez qui il faut peut-être d'abord désensibiliser également les mains, les pieds, le corps, le visage, les lèvres, les gencives, la bouche. Donc voilà, je pense qu'un frein ne devrait probablement pas être coupé à la maternité, même s'ils sont très très restrictifs. Il faut probablement d'abord prendre le temps de comme tu l'as dit, faire le bilan, faire un bilan fonctionnel, etc. Oui. Même si ça induit du coup de mettre quelques pansements en attendant de. Donc quand je dis des pansements, hein, on peut imaginer n'importe quoi, des bouts de sein, on peut imaginer n'importe quoi. Même si ça demande à mettre quelques pansements au départ, mais pour faire un vrai suivi, un vrai bilan, quoi. Oui, probablement que oui. Moi, je pense que oui. Mais de nouveau, on a zéro guideline. Hein. Il n'existe pas de guideline par rapport à tout ça. Mais donc, moi, je pense que oui. Je pense que et bon,
c'est une course contre la montre parce que on a une maman qui est en difficulté d'allaitement, donc pour qui on a envie d'aller vite, on a envie de résoudre le problème vite. Et en fait, quand on veut aller trop vite, ça ne va pas non plus, ça ne résout pas le problème à 100%. Et donc, chez ces mamans-là, je pense qu'il faut d'autant plus prendre le temps de faire le bilan et de faire la prise en charge d'abord d'autres choses. Euh, euh, et de mettre en place des solutions temporaires, je dis bien temporaires par rapport à l'allaitement. Et c'est pas évident hein, parce que ce sont des mamans qui sont en détresse et qui parfois nous disent mais oui mais si ça va pas mieux, moi je vais arrêter d'allaiter parce que j'ai trop mal. C'est ce que disait Karine. Ouais. Et donc c'est très compliqué, hein. C'est vraiment toute une balance décisionnelle en discussion avec la maman, mais je pense qu'on a vraiment à y gagner, à expliquer à ces mamans que déjà la prise en charge multidisciplinaire qui va être mise en place sans couper tout de suite va déjà les aider. De toute façon, c'est ce qu'on disait, c'était toujours de faire la balance bénéfice-risque en fait. Et alors de faire cette balance bénéfice-risque avec la maman en expliquant les choses telles qu'elles sont. Oui, exactement. Oui, parce que c'est ce que tu disais, je ne sais plus quand est-ce qu'on a eu notre dernière réunion là en live, mais il y avait quand même beaucoup de choses quand on fait un bilan fonctionnel comme ça à prendre en compte, entre autres la grossesse, les états émotionnels, etc. Et que effectivement ça on ne voit pas. Enfin, bien, on est je suis maman, t'as été maman, on a été à la maternité, voilà. On n'est pas dans le même état émotionnel directement après l'enfantement qu'on va l'être peut-être même 24 heures, 48 heures après. Et il y a tout cet aspect-là, tu disais effectivement à prendre en compte et qui peuvent aussi jouer sur le frein, l'état émotionnel pendant la grossesse, pendant l'enfantement, ce qui a pu se passer, etc. Oui, exactement. Non, tout à fait. On pense que donc l'épigénétique a un rôle probablement très important par rapport à cette épidémie, cette pandémie même de freins restrictifs et le stress. Il n'y a pas que le stress, hein, mais il y est pour beaucoup hein, par rapport à cette épigénétique. Donc oui, on pense que tout ça, ça joue. Je reviens par rapport à la maternité. Par contre, je pense que c'est quand même très important de les dépister à la maternité, de dire ok. On a quelque chose qui est peut-être restrictif et accompagnons encore plus cette maman et mettons des choses en place. Donc, je pense que le dépistage à la maternité est très important parce que ça nous permet ça demanderait à ce que les professionnels soient formés. Oui, ça demanderait à ce que les pédiatres, les sages-femmes soient... Alors, je sais, on joue au serpent qui se mord la queue, je sais bien, mais... tout à fait. Non, tout à fait. Ok. Du coup, je vais envoyer parce qu'on a eu pas mal de questions déjà par la story que j'avais faite et puis là, on en a eu pas mal aussi. Donc, je vais juste essayer de remonter. S'il y en a sur lesquelles tu veux rebondir de suite, je te laisse rebondir. Je vais juste les lire au fur et à mesure. On en a eu tellement. Entre autres, donc on avait existe-t-il des exercices pour les freins pour améliorer l'allaitement parce qu'avec le confinement, c'est un peu compliqué d'aller voir quelqu'un, quoi. Oui, exactement, oui, bien sûr. Alors, il en existe plein que les mamans peuvent faire à la maison malgré le confinement. On a eu cette discussion, Mayenne, avec les professionnels de la santé sur notre groupe Facebook des personnes qui ont suivi la formation. On a eu cette discussion et donc oui, il y a moyen vraiment de faire beaucoup de choses à la maison. Alors, je pense que la première chose à faire, c'est de prendre contact avec votre professionnel de la santé pour savoir quel exercice va être adapté à votre bébé en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est ça. Tous les exercices ne vont pas à tous les bébés. Non, exactement. Donc, je pense que je vais pas conseiller un exercice ou l'autre en particulier parce que il faut vraiment pour ça faire un bilan avec quelqu'un. Et donc pour ça, même si on est confiné chez nous à la maison, il y a moyen il y a des consultations Skype qui sont vraiment en train de se mettre en route. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien et ça permet déjà de dépanner. Donc voilà. Moi, j'ai fortement encouragé les professionnels de la santé qui ont été formés avec moi à le faire. Et voilà, on a discuté de comment on pouvait le faire pour que ce soit le plus juste possible. Donc voilà, donc c'est vraiment faire le bilan et en fonction du bilan, ça devrait, à ce moment-là, quelqu'un pourra vous dire quel exercice est possible à faire. Et des exercices qui sont, alors ça peut aller de massage au niveau des pieds, des mains, du corps, des massages bébés tout simplement, des petits exercices de yoga bébé. Ça peut être, il y a aussi le bain thérapeutique de Marie Panier pour lequel on a beaucoup discuté dans notre groupe, qui est vraiment fantastique.
Il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube où j'explique Ouais. oui les exercices pour travailler l'élévation de la langue, pour diminuer les tensions dans la bouche, etc., etc. Donc je pense que vraiment prenez contact avec un professionnel de la santé pour faire le bilan avec lui, elle et pour voir qu'est-ce qui conviendrait oui à votre enfant, à votre bébé. J'en profite pour rebondir sur une question qu'on a eue dans la story que j'avais mise, mais bon, la réponse oui, mais est-ce qu'il est possible de faire des exercices pour éviter la phrénotomie? Alors non, probablement que pas, parce que alors j'arrive jamais à dire ce mot, mais Anatomiquement. anatomiquement pathologie, en anatomie pathologie, ils ont analysé ces frénélums restrictifs et dans lequel en fait il n'y a pas de fibre élastique, il n'y a pas de composant qui permet une éventuelle élongation de ce frénélum qui est restrictif. Donc probablement que pas. Au vu de ces résultats, il est logique de penser que pas. Par contre, c'est certain que tous les exercices et les étirements qu'on propose, etc., vont améliorer non pas une élasticité au niveau du frénélum, mais vont diminuer les tensions, vont travailler les tensions et vont travailler la musculature de la langue. Et donc, il va y avoir des améliorations. En travaillant voilà différents exercices, mais on ne va pas enlever la cause. Donc même s'il y a des améliorations, oui, il faut enlever ce frein parce que dès qu'on va tout arrêter, ben, on va retomber à la case zéro et c'est d'autres symptômes qui vont, même si on a résolu les symptômes de l'allaitement, ben, on va avoir d'autres symptômes qui vont revenir ailleurs. D'ailleurs, je rebondis, il y a une maman qui dit que son bébé a eu le frein coupé à 8 mois, donc lèvres, langue et joues, bah, comme ça il va à la totale. Voilà, sous post-op, ok, c'est la praticienne de confiance ou ça, mais elle ne voit toujours pas d'effet positif en fait. Est-ce que c'est normal ça? Alors, je ne saurais pas dire parce que je dirais que voilà, j'ai pas le suivi de cet enfant. Ça dépend vraiment de la préparation qu'il y a eu avant éventuellement. Est-ce qu'on a travaillé également est-ce qu'on a désensibilisé? Est-ce qu'on a pensé à désensibiliser les mains, les pieds, le visage, les lèvres, les gencives, le palais? Est-ce qu'on a peut-être pensé à aller voir du côté des réflexes archaïques? Est-ce qu'il y a eu suffisamment de séances ostéo-chiro? Comment ont été faits les exercices? Quels exercices ont été faits? Donc, non, c'est pas normal que ça n'aille qu'il n'y ait pas d'amélioration. Maintenant, parfois aussi, ça prend beaucoup de temps, bien sûr, parce que la langue, c'est un ensemble de muscles. Et c'est comme si on avait enlevé un plâtre au bébé qui a eu un frénélum. Et quand on enlève un plâtre à une jambe de quelqu'un qui a eu la jambe cassée, les muscles ont fondu. Et donc, ça met du temps à récupérer un mouvement et une musculature suffisante. Donc, la frénectomie n'est pas magique. Et donc, alors il y a les cas magiques où du jour au lendemain, c'est magique, tout va mieux et j'ai envie de dire que c'est presque réglé. Et il y a quand même beaucoup plus de cas qu'on ne le pense où ça prend du temps. Ça prend du temps, soit parce que peut-être que la préparation avant n'a pas été suffisante, parce que moi je pense toujours qu'on va trop vite dans les frénectomies, qu'il faut les faire, mais qu'on les fait trop vite et qu'on gagnerait à encore mieux préparer les bébés. Et puis il faut voir également ce qui est fait après. Donc pour cette maman-là, je lui recommanderais de reprendre contact avec le ou les professionnels de la santé qui ont fait le suivi avant et de refaire un bilan, de refaire un bilan en fait, pour voir ce qu'il faut encore travailler. Du coup, ce que j'entends là, c'est qu'il y a quand même des choses à faire avant et après une frénome. Exactement. Donc avant, c'est vraiment, je vais essayer de me filmer. Je vais me mettre sur ma terrasse comme ça. On va voir si. Ouais, ça va fonctionner. OK? Ouais, c'est bien. Vous me voyez. Donc, vous imaginez, j'ai un frein ici au niveau. Vous imaginez, c'est ma langue, c'est ma bouche, et voilà. Donc, j'ai un frein restrictif. Et donc, vous voyez, quand je vais aller chercher mon téléphone, je compense. Je me tords un petit peu. Enfin, j'arrive à le prendre. Je me débrouille bien dans mon quotidien. Mais dès que je veux faire aller ce bras-là pour prendre quelque chose, je compense, ok? Donc vous imaginez que à force de compenser, et en fait c'est marrant parce que même en le faisant, je le sens, j'ai des tensions terribles ici parce qu'au plus je le fais, au plus je me crispe, quoi. Donc si je vais toute crispée comme ça chez le chirurgien, il va pas pouvoir faire son boulot correctement. Oui, certes, il va pouvoir m'enlever ma restriction, mais ça va être difficile, ça va être plus enflammé, parce que je suis tendue, je suis crispée, quoi. Enfin, je compense une fonction qui ne sait pas fonctionner comme il faut. Et donc, si
avant ça, j'ai fait tout un travail où j'ai vu mon kiné, j'ai vu mon ostéopathe, mon chiropracteur, et que chaque fois ils me remettent droit, ils me disent allez, enfin voilà, ils font, on travaille. Si également j'ai pris la peine de muscler au moins mon avant-bras pour être sûr d'entretenir au moins une partie de mes muscles. Mais au moment où je vais arriver chez le chirurgien, déjà, il va pouvoir faire un travail beaucoup plus propre et beaucoup plus facilement parce que je serai déjà beaucoup plus détendue. Mais en plus de ça, comme j'aurais déjà remusclé avant, ben, en fait, au moment où je serai relâché, on aura enlevé mon frein, ben, en fait, je vais pouvoir déjà, plutôt que de pouvoir faire juste ça, je vais déjà pouvoir faire des mouvements plus amples. Et alors après, maintenant qu'on m'a relâché, je me dis, oh, waouh, je peux faire ça. Mais les quelques premières fois où je vais le faire, ça va me fatiguer parce que mes muscles, ils ont été au repos pendant des mois et des mois, pour ne pas dire des années, quand on parle de l'adulte, plus tard même de l'enfant. Et donc, je me dis, waouh, je peux faire ça, c'est dingue. Mais c'est pas ça que je dois pouvoir faire, c'est ça. Et donc, il va falloir que je travaille et que je reprenne conscience qu'en fait, je dois pouvoir aller jusque-là. Et les premières fois, je vais être crevée, je vais être fatiguée, je vais pas y arriver, parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude, je l'ai jamais fait. Et donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment de préparation avant et après. Je jette un œil sur ma cocotte. Ok. Du coup, ça... Check. Ok. Du coup, ça reste quand même un bon indicateur pour ces parents qui veulent être accompagnés. Quand un professionnel déjà commence à leur dire que non, il n'y a pas besoin de préparation avant, que ça sert à rien, déjà on peut se dire qu'ils peuvent changer de professionnel, quoi, pour se faire accompagner. Oui, exactement. Oui, exactement. Oui, il faut parce que la langue est un ensemble de muscles et donc voilà, il n'y a pas de secret. Enfin, c'est de la logique, c'est de la physiologie, c'est de la. Donc voilà, oui. Il faut pas j'ai même envie de dire, il faut presque pas d'études cliniques pour le comprendre, pour le prouver, quoi. J'en profite du coup pour rappeler, parce que la question nous avait été posée plusieurs fois, mais oui, il y aura un annuaire, il est en cours, il arrive sur ton site pour retrouver les professionnels qui sont donc formés. Exactement, je les attends. Ils doivent se former, ils doivent se certifier, ils doivent préparer des cas cliniques. Donc, je les attends avec impatience. Exact. Parce que je veux être sûre de recommander des personnes fiables et que c'est pas parce qu'on a fait 2 jours de formation sur les freins qu'on est spécialiste sur les freins. C'est un sujet tellement vaste, tellement... Oui, c'est tellement vaste que je pense qu'on n'est jamais suffisamment formé. Enfin, et d'ailleurs, ça change. Comme les études sortent toujours, ben, il faut toujours se tenir à jour, en fait, tout le temps. Donc voilà, oui. C'est vrai que ce qui revient aussi beaucoup, c'est cette histoire d'arriver à trouver plusieurs professionnels de toute façon qui on puisse faire ce suivi pluri. Enfin, moi, je le vois même ici. Je veux dire, je suis obligée d'aller coucou Sarla, je suis obligée d'aller en Dordogne, quoi. Donc, c'est quand même à 1 heure et quelques de chez moi pour faire la plupart du suivi, quoi. Donc bon, après, c'est pas évident. On le fait, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Non, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et je suis bien d'accord. C'est un gros problème. Du coup, grosse question, est-ce que tous les professionnels qui interviennent au niveau de notre bouche, au niveau de notre allaitement, s'y connaissent forcément en frein? Mais non, parce que alors déjà, donc le pédiatre, il a eu en moyenne 3 heures de cours sur l'allaitement. Donc le frein, il sait même pas ce que c'est, quoi. Ok. Donc 3 heures de cours en moyenne sur l'allaitement durant ces années d'assistanat. Le médecin généraliste, alors là je parle vraiment d'expérience, je pense que nous avons eu 2 heures. Je pense que j'ai eu 2 heures sur l'allaitement. Alors, les sages-femmes, ça dépend d'une école à l'autre. Ça varie un petit peu. Ça peut varier entre une 20aine d'heures, une 40aine d'heures. Voilà, ça dépend d'une école à l'autre. Ok, donc c'est déjà pas beaucoup sur l'allaitement. Enfin, les IBCLC, elles doivent faire 90 heures sur l'allaitement. Ah, c'est déjà beaucoup plus. 69, okay. C'est ça 90, c'est ça comme ça 90 alors, 90. Ouais, 90. Donc voilà, alors moi j'ai fait la certification IBCLC également, durant laquelle j'ai fait 120 heures de cours. Sur mes 120 heures de cours d'IBCLC, j'ai eu 2 pages sur les freins. J'ai eu 2 pages et pourtant je suis certifiée par l'organisme. Oui, non, mais c'est toujours mieux que rien.
Voilà, c'est toujours mieux que rien. Donc, on est face à un problème immense. Enfin, c'est un sujet qui ne fait juste pas partir du cursus de rien du tout. Donc, il faut pas partir du postulat que parce que on va voir un pédiatre, une ORL, une ou un ORL, hein, j'entends, voilà, il sera forcément formé. C'est ça ce que je veux dire. Exactement. Et il sera 99,999 chances qu'en fait, voilà, pas formé. Et même, voilà, même une consultante en allaitement, elle n'est pas spécialement formée sur les freins. Elle est formée en allaitement, mais les freins ne font pas partie du cursus tout court. Non, mais je pense que c'était quand même important de faire un point et de le rappeler parce qu'on a beaucoup de mamans qui nous disent, mais non, mais j'étais chez mon ORL, mon ORL, il m'a dit qu'il n'y avait pas de frein, quoi. Bon, Exactement. oui, mais est-ce qu'il est formé? Bah, il est ORL. Bah, en fait, non. Est-ce qu'il est formé au frein? Je répète ma question. Voilà. Les ORL, vous pouvez partir du principe qu'ils sont pas formés, à moins qu'ils aient fait une formation, à moins qu'ils étaient à Boston, à moins. Oui, enfin les dentistes, à moins qu'ils aient été formés à Boston, parce que là c'est une des seules formations pour les ORL, elle est à Boston. À moins qu'ils soient venus peut-être à ma formation, à moins que voilà, mais donc non, malheureusement les gens ne sont pas formés. Oui. Voilà. Pour en revenir aux questions des mamans, on a la question de, du coup, est-ce que des douleurs à l'allaitement peuvent disparaître grâce aux compensations que tu expliquais tout à l'heure avec le bras, ce qui fait qu'on raterait en fait le diagnostic du frein restrictif? Oui, tout à fait. Il y a un moment donné, le bébé, il va compenser, hein, et les douleurs disparaissent parce qu'il essaye de compenser comme il peut. Et puis aussi parfois avec les rendez-vous de bodywork, chiro-ostéo ou autres à l'extérieur. Ben oui, ça va aider. Et bébé va pouvoir compenser. Et donc oui, du coup, on se dit tiens, ça va mieux, il y a plus de douleur, donc tout va bien. Et puis il y a plus de douleur. Et puis à 3 mois ou 2 mois, pouf, il y a une baisse de lactation avec un bébé qui prend moins bien du poids. Ou bien on va avoir une diversification alimentaire catastrophique avec une hypersensoralité. Et en fait, voilà, on recule chaque fois le problème. On recule. Ben oui. Ouais. Ce qui me fait penser que tu dis le bébé compense, mais il n'y a pas que le bébé qui peut compenser. Si tu vois où je veux en venir. Pour la maman, tu veux dire? Voilà. Ouais, ben c'est clair, hein. La maman, elle va compenser un bébé qui pleure tout. La maman, elle va décompenser. Je pensais au ref. Ah oui, d'accord, tu pensais au ref. Ok, d'accord. Alors oui, en effet, en fait, il y a 2 types de bébés dans les freins restrictifs buccaux. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, c'est ce que j'observe. Il y a le bébé qui va se battre, qui va du coup compenser par une succion très forte. Et alors ce bébé, on se dit waouh, il a une belle succion, il a de la force, madame, il a de la force. Et en fait non, il est en train de compenser un truc qu'il n'arrive pas à faire. Et comme du coup, il tète très très fort, et souvent c'est des mamans qui ont mal, qui ont mal et qui ont des crevasses, eh bien ce sont des mamans qui du coup, des mamans, ça se fait naturellement, hein, c'est pas elles qui le décident, mais le corps en effet va du coup faire un réflexe d'éjection fort en compensation à cette succion très très forte que le bébé a développée pour compenser. Donc oui. Il y a une question intéressante et moi c'est celle qui m'a le plus passionnée pendant la formation aussi, c'est peut-on faire un lien entre la supplémentation excessive en acide folique et présence d'un frein restrictif? Il y a un article apparemment scientifique publié à propos de ça. Exactement. Malou tout à fait des bêtises, donc je vais juste lui nettoyer un peu. Donc oui, alors c'est encore un truc un domaine en pleine recherche, cette histoire d'acide folique. Donc en fait, ce qu'on pense, donc en fait, l'acide folique, pour qu'il soit efficace, il doit être transformé en méthylfolate. Comme ça. En méthylfolate. Alors, ce que l'on remarque, c'est que les mamans à qui on donne de l'acide folique, souvent, en fait, elles n'arrivent simplement pas à métaboliser l'acide folique en méthylfolate. Et donc, elles se retrouvent avec un excès d'acide folique qu'elles ne savent pas utiliser parce que incapables de le métaboliser. Et donc là, on rentre dans de l'épigénétique. Mais donc oui, les mamans qui ont un excès d'acide folique, ce sont des mamans qui n'arrivent pas à le métaboliser en fait. C'est le fameux dosage de, je l'ai perdu, MTHFR. Voilà, c'est exactement, ça fait vraiment parler du gène MTHFR qui, lorsqu'il est activé, parce que bon, un grand pourcentage de la population
Voilà, je reprends. Un grand pourcentage de la population est porteur de ce gène MTHFR, mais c'est pas parce qu'on est porteur que c'est problématique. Encore faut-il qu'il soit activé par le stress, l'environnement, la pollution, l'alimentation transformée, etc. Et alors, il peut être du coup activé à des degrés différents. Donc c'est ça que ça se complique, hein. C'est pas évident. Qui fait que voilà, des mamans ne vont pas être capables du tout de métaboliser l'acide folique en méthylfolate ou bien de le métaboliser mais en une petite partie. Donc voilà, donc oui, voilà, oui. Il y a une question de Katia qui nous dit est-ce que du coup un frein restrictif peut être la cause d'un bébé qui ne supporte pas la position sur le dos? Oui, hein, à cause des tensions. Oui, parce que la langue est le premier ensemble de muscles du coup qui est libre hein, de toute cette chaîne musculaire postéromédiane. S'il y a des tensions au début de la chaîne, eh bien ces tensions vont pouvoir se faire ressentir en effet boule de neige dans toute cette chaîne musculaire. Et on remarque que la langue en fait elle est en contact avec plein d'autres, elle est également en contact avec la chaîne musculaire latérale. Que voilà, cette langue est vraiment au début de plusieurs chaînes musculaires. Du coup, ça pose la question de quid de la plagiocéphalie, lien avec les freins ou non? Alors, c'est une bonne question et donc je ne sais pas. En tout cas, en réflexion avec des chiros et des ostéos lors de mes formations, c'est que un frein pourrait probablement exacerber une plagiocéphalie présente suite à une malposition du bébé pendant la grossesse ou bien une ventouse à l'accouchement ou des choses comme ça. Maintenant, on pourrait se poser la question, tiens, pourquoi s'il y avait une plagio, pourquoi est-ce que le bébé était mal positionné dans le ventre de la maman? Est-ce que par hasard, n'avait-il pas déjà des tensions dans le ventre de la maman engendrées par son frein restrictif déjà présent à ce moment-là? Bon, voilà, ça c'est des questions que je pose avec beaucoup de professionnels de la santé. Un livre. Il y a Julie qui a suivi ta formation qui dit un livre. Oui, mais oui, un livre, Caro écrit un livre. Oui, bah, il est en cours. J'ai commencé, mais voilà. Oh, spoiler alerte, il est en cours. Mais il est loin d'être fini. J'en suis vraiment au tout début. Il y a une maman qui nous dit que voilà, malgré que le frein ait été coupé, qu'il y a eu les exercices de fait en orthophonie, voilà, avec une dysoralité, qu'il y a eu il y a eu tout le suivi a été fait. Il persiste quand même une faible ouverture de la bouche. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, est-ce qu'il y a encore des tensions quelque part qui empêchent l'ouverture de la bouche? Est-ce que le bébé a retrouvé la fonction de sa langue à 100%? Est-ce qu'il n'y a pas un réattachement qui s'est fait peut-être? Je ne sais pas. Ouais. Il faut refaire un bilan au niveau de la fonction de la langue pour voir ce qui coince, refaire un bilan des tensions, refaire un bilan des réflexes archaïques, oui. Je rebondis parce que tu dis qui se serait rattaché, ça sous-entend qu'un frein pourrait se reformer alors. Alors oui, dans le sens où et cocotte. Est-ce que ça va. Alors, un frein pourrait en effet se reformer. Donc, c'est-à-dire qu'au moment, la phrénectomie va laisser un losange. Je te laisse faire le losange avec tes mains. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce qu'il va avoir sous la langue du bébé, de l'enfant ou de l'adulte après une phrénectomie. Qu'est-ce que je vais te donner, toi? Et il s'avère que les muqueuses de la bouche cicatrisent très très vite. Ça cicatrise vraiment vite. Et donc, du coup, tu vas me faire le losange qui se... Parfois, voilà, ça va se refermer dans ce sens-là, alors qu'on voudrait bien que ça se referme dans l'autre sens. Voilà, exactement. Ok, et donc il pourrait y avoir un réattachement si on n'avait pas suffisamment traité les tensions avant, si quoi d'autre encore? Oui, si bébé, s'il y avait beaucoup de stress aussi, parce que le stress et la cicatrisation, ça va pas ensemble. Et c'est très compliqué, hein, parce que rien que le fait d'aller dans la bouche du bébé, ça les stresse, quoi. Donc on est dans une espèce de spirale infernale. Parfois compliqué. Pour expliquer, quand ça se ferme comme ça, c'est que le frein se recolle comme on veut pas. Et quand ça se referme comme ça, c'est que c'est bien en train de se refermer, mais de façon à bien dégager en fait c'est le ça. frein. Et en fait, cette cicatrisation, elle va un petit peu à l'encontre de la physiologie. C'est logique
que le corps veut faire en sorte que le frein se referme comme ça, parce que quand on se fait une blessure, ben, il y a une contraction de cellules qui va aller refermer la blessure. Ok, donc automatiquement, lui, le corps, tout ce qu'il essaye de faire, c'est de faire ça. Mais nous, quand il y a un frein restrictif, ben, on veut justement qu'il fasse l'inverse. Mais c'est contre la physiologie de ce qui est mis en place par le corps. Et donc, c'est ça qui est difficile, en fait. Oui, non, et puis dans la journée, tu te travailles beaucoup plus avec ta langue en bas qu'avec ta langue comme ça toute la journée. C'est ça. Et un gros problème, c'est que, voilà, exactement, souvent, ben, ce sont des langues qui n'arrivent pas à s'élever correctement à la base, qui n'ont pas suffisamment été... Ah, ça y est, maintenant, j'ai des travaux qui se mettent dehors. Je rentre. Des langues qui n'ont pas suffisamment été rééduquées au niveau de l'élévation. Et donc, ce sont souvent des bébés, des enfants, des adultes qui dorment avec leur langue en bas par habitude, alors que justement, on veut que la langue dorme en haut. Et donc, si le bébé dort avec sa langue en bas sur le plancher de la bouche, ben, du coup, ça va se recoller, et vu que ça cicatrise très, très vite au niveau des muqueuses de la bouche. Donc, c'est pour ça que la rééducation avant, au niveau de l'élévation postérieure de la langue, est hyper importante. Il faut qu'un bébé soit capable de dormir un minimum avec sa langue en haut avant phrénectomie, sinon, ça va se réattacher. Oui, ouais, alors je sais pas comment on va faire, nous, hein, parce que techniquement, ma fille dort la bouche ouverte et j'ai beau lui faire le fameux exercice comme ça, il n'y a rien à faire, elle me dégage ma main, elle me fait savoir. C'est pas évident. Alors, voilà, c'est clair, c'est pas évident. Il y a, c'est un sujet très, c'est compliqué, quoi. C'est pour ça que voilà, un jour de formation, c'est pas beaucoup. 2 jours de formation, c'est un petit peu mieux. 3 jours, c'est encore mieux. 4, 5, enfin voilà, c'est parce que c'est compliqué. Ouais. Du coup, quel lien est-ce qu'on peut faire un lien entre le frein restrictif et les cas de RGO ou d'intolérance alimentaire? Alors oui, probablement. Alors déjà au niveau études cliniques, maintenant au niveau frein langue, frein de lèvres, il y a des études qui vont dans ce sens-là, en expliquant que oui, parce que comme le bébé n'arrive pas à avaler correctement, n'arrive pas à faire une belle étanchéité entre les lèvres et oh là là, zut, hein. Vous m'entendez ou pas? Ça va? Ça va, on t'entend. Ah bon, je suis désolée. Hein. Mais le bébé va avaler beaucoup plus d'air et donc il va être beaucoup plus. Il y a des bébés qui ont un frein, qui sont ballonnés comme pas possible parce qu'ils avalent énormément d'air parce que voilà, l'étanchéité entre la langue, les lèvres et le sein n'est pas bonne à cause des freins, des freins. Donc ça, le docteur Siegel fait beaucoup de travaux à ce niveau-là et donc il est en train de mettre tout ça à jour. Donc ça, c'est très très bien. Donc ça, c'est pour voilà le reflux. Par rapport aux allergies alimentaires, intolérances alimentaires. C'est un peu plus touchy dans le sens où ben là on est en pleine épigénétique hein, comme au niveau ce sont des mamans qui souvent n'ont pas un bon microbiote à la base parce que le gène MTHFR et microbiote c'est aussi ce serait aussi beaucoup lié et donc il y a un terrain chez ces bébés qui ont un frein donc ça veut dire que la maman a probablement un petit gène MTHFR activé dans l'histoire, que du coup le bébé là aussi, et donc du coup ça veut dire que tous les deux ont un terrain, un microbiote qui est probablement malade, et qui du coup fait que les bébés sont plus sensibles d'un point de vue alimentaire, quoi. On parle surtout d'intolérance. Du coup, ce que je comprends avec ce que tu expliques, c'est que on peut mettre plutôt RGO, colique et dysoralité en fait. Tous ces bébés qui ont un peu des problèmes à porter des choses au niveau quand on commence l'alimentation justement qu'on parle soit déjà bon quand c'est la cuillère à avoir une cuillère dans la bouche qui la supporte pas, qui vont avoir tendance à la pousser dehors. Pour ceux qui font de la DME, à avoir des gros hauts le cœur suivant les aliments qu'ils mangent. On va plus parler de choses comme ça peut-être. Alors oui aussi, parce que si la langue ne fonctionne pas bien, ben c'est pas possible d'avaler correctement, d'avaler des morceaux, enfin c'est plus difficile parce que la langue est bloquée d'une certaine manière. Par rapport à l'hypersensoralité, ça s'explique par le fait que c'est des bébés comme la langue. Le rôle de la langue, c'est également d'aller désensibiliser le palais, les gencives. En allant bouger. Et comme ce sont des bébés qui n'arrivent pas à bouger leur langue et la langue qui reste au plancher buccal, eh ben, la bouche n'est pas désensibilisée par la langue. Le rôle de la langue, c'est aussi ça. Donc, ce sont des bébés qui vont avoir une hypersensoralité orale parce que non désensibilisés avec la langue,
comme ils ont peur de mettre des choses en bouche, des morceaux, ou qu'ils ont même peur parfois de prendre du lait, parce qu'ils savent qu'ils vont s'étrangler, qu'ils ont du mal à avaler, que c'est difficile pour eux, eh bien, la mauvaise expérience de tout ça fait que ils vont même avoir peur de mettre des choses dans leur bouche. Et donc, la désensibilisation des mains se fait moins bien aussi parce qu'ils ne font pas ça, parce qu'ils ont peur. Ils savent qu'ils vont sursauter parce que c'est trop sensible. Et même chose, un bébé est censé découvrir ses pieds via la bouche. Donc, il ne va pas aller mettre ses pieds en bouche parce qu'il a trop peur. C'est un trop mauvais souvenir pour lui. Il n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est super clair. Effectivement, en fait, c'est les réminiscences du frein, quoi. C'est les répercussions du frein. Exactement. Ce sont aussi des réflexes archaïques qui n'arrivent pas à s'intégrer. Tout est lié. Et ça, du coup, ça s'explique du fait qu'il y ait les tensions. Effectivement, c'est ce que tu disais. On compense. Donc, il y a des réflexes qui ne se font pas. Hein. On va dire que voilà, tendre le bras, on va dire que c'est un réflexe archaïque pour ce soir, pardon Linda. Et ben voilà, ce réflexe-là, il se fait pas, quoi. Donc, il se fait pas parce que la langue est bloquée. Et si elle est attachée comme ça, et qu'on a beau aller stimuler, ben si elle est attachée, le bébé, ça veut pas. Ouais. Exact. Il y a une question qui est assez intéressante qui est posée, c'est comment savoir si on métabolise bien l'acide folique. Ah, c'est très compliqué et j'ai pas. Alors, on peut le doser. On peut doser le gène MTHFR via une prise de sang. Donc ça se dose, mais il faut trouver un spécialiste. Là, j'en connais pas. Oui, oui, il y en a. Voilà, c'est vraiment. Là, il faut vraiment aller chez un médecin ou une sage-femme ou une infirmière nutritionniste vraiment spécialisée là-dedans, qui va pouvoir faire certains dosages dans la prise de sang. On ne va pas doser que le gène MTHFR, on va aussi doser toute une autre série de choses. Et donc voilà, là, il faut trouver un spécialiste. Alors là, je vais répondre vite fait. Faut-il faire des exercices après la phrénotomie? Oui, même à l'étante live, tu re-regardes le live et on y a répondu effectivement. Un frein peut-il gêner le sommeil d'un bébé sur le long terme? Et oui. Alors oui, parce que pour plein de raisons, parce que ce sont des bébés qui ont plein de tensions, donc ils ont mal partout. Donc essayez de dormir quand vous avez mal partout, ben voilà, c'est pareil pour les bébés. Ce sont des bébés alors pour pouvoir bien dormir, la position de la bouche au repos, c'est bouche fermée, langue au palais. Pour stimuler la respiration nasale. Et c'est la respiration nasale qui stimule le système vagal, qui permet l'endormissement et blablabla. Ben, s'il y a un frein restrictif du coup, le bébé, il dort comme ça, à cause des tensions dans le cou, parce que la langue n'arrive pas à se mettre au palais, donc la bouche ne se ferme pas. Comme la langue n'est pas connectée au palais, il n'arrive pas à se connecter à son système vagal, à le mettre en mode on, si je peux dire ça comme ça. Et donc, c'est des bébés qui n'arrivent pas à s'endormir, qui se réveillent, voilà, parce que leur système vagal, en fait, est désorganisé, déficient. Et puis qui récupère mal du fait qu'il n'y ait pas cette respiration nasale. Exactement. On récupère, le sommeil est beaucoup moins réparateur quand on respire par la bouche que quand on respire par le nez. C'est valable pour les bébés, c'est valable pour les enfants, c'est valable pour les adultes. Hein. Un petit exemple, j'ai mon numéro 2 qui est venu vous faire un petit coucou juste là maintenant. Il dort enfin maintenant la bouche fermée après beaucoup de travail. Ma maman vient de me dire, mais c'est incroyable, il est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, beaucoup plus. Et en fait, je réfléchis et je dis à ma maman, je dis, écoute, oui, en fait, ça fait maintenant 3-4 mois qu'il dort enfin la bouche fermée. Et donc, il récupère mieux. Alors, attendez, là, il y a un petit peu il y a de l'ambiance chez moi. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est pas grave. Ok, c'est ok. Ok, c'est bon. Rien de grave. Du coup, on nous demande, et ça va dans la continuité, avec une langue qui touche le palais en dormant et qui se met en gouttière, est-ce que le frein de langue peut quand même être restrictif? Alors, une langue qui se met en gouttière, donc ça veut dire quoi? Elle se met comme ça? Touche au palais. Non, alors une langue qui touche le palais en dormant et se met bien en gouttière, je pense, dans le reste du temps, tu arrives à la mettre en gouttière. Ben oui. Oui. Il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que l'élévation. Hein. Il y a la latéralisation, il y a l'hypersensoralité, il y a la vague, il y a... je me remets dehors, comme ça, ce sera plus calme. Donc, c'est pas que l'élévation. Il faut évaluer les 7 fonctions de la langue. Pour répondre par l'exemple, j'ai un magnifique frein de type 4, voilà. Ouais. Avec une très jolie tour Eiffel en bas. Et je dors effectivement la bouche fermée, ma langue touche mon palais.
j'ai pas de souci là-dessus, Ouais, quoi. exact, Par contre, exact. il peut arriver que dans mon sommeil, j'ouvre la bouche. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, il y a quand même une sensibilité qui Ouais. fait que de temps en temps, ça lâche, quoi, parce que Ouais, c'est c'est quand ça. même compliqué de la maintenir. C'est Donc ça. voilà, et c'est bien, et c'est ce qu'on veut. C'est en pré-phrénectomie, c'est ce qu'on veut, hein, c'est que bébé arrive à mettre un minimum sa langue au palais. Sinon, ça sert à rien de faire une phrénectomie, ça va se recoller, parce que bébé, il va garder sa langue en bas. On a encore énormément de questions, mais pour le coup, il nous reste vraiment très peu de temps. Puis bon, toi, t'as tes loulous derrière, donc je vais pas te reprendre en live derrière. Ce que je voulais juste t'inviter à faire, parce qu'on a eu pas mal de questions, c'est de présenter tes formations, où est-ce qu'on peut les trouver, comment on peut s'y inscrire, etc., etc. Parce que je vois qu'il y a beaucoup la question, est-ce qu'elles sont ouvertes à tout le monde, est-ce qu'elles sont ouvertes aux professionnels? Comment Alors, ça se passe elles sont ouvertes aux professionnels. Donc, si vous êtes maman, que vous me regardez, c'est pas quelque chose que je vous recommande, parce que à ce moment-là, moi, je vous recommande de contacter un professionnel. Donc, c'est vraiment une formation qui est destinée aux professionnels. Donc, c'est vraiment médecin, sage-femme, doula, puéricultrice, infirmière, spécialisée en réflexe archaïque, accompagnatrice à l'allaitement, IBCLC, enfin voilà. Donc, c'est vraiment une formation qui est réservée aux professionnels. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui. Elle est mise en ligne. Donc voilà, je commence enfin une tournée virtuelle avec les professionnels qui sont déjà inscrits. Je l'ouvrirai dans une quinzaine de jours, je pense. Aux autres professionnels, d'abord, m'assurer que tout fonctionne bien avec... Hey, coucou! C'est mal. Donc voilà, je m'assure d'abord que tout fonctionne bien avec ces professionnels qui sont inscrits pour l'instant. Et quand je vois que tout va bien, dans une quinzaine de jours, elle sera disponible via mon site internet. Je communiquerai via les réseaux sociaux. Donc voilà. Rassure-nous, après le confinement, on te reverra quand même. Alors oui, j'espère pouvoir rentrer quand même en France et en Belgique cet été, on verra. Mais donc oui, bien sûr. D'ailleurs, en Belgique cet été, j'ai un niveau 2 qui normalement doit sortir si je peux rentrer. Voilà. Donc voilà, je pense que le niveau 2 se fera donc en présentiel, le niveau 1 se fera en ligne et puis et voilà. Donc oui, je reste bien sûr en vrai aussi, pas que en virtuel. Bon, moi, je vais en profiter parce que je vois qu'il y a encore énormément de questions qui affluent. Donc, surtout les mamans, pas de panique. Bon, déjà, le live, vous pourrez le revoir pendant 24 heures. Il n'y a pas de souci. Je vais voir pour faire un petit truc pour récupérer la vidéo et la mettre peut-être sur une autre plateforme. On va voir. Je sais qu'il y a encore plein de questions qui arrivent. Donc, il y aura un autre live avec Delphine, avec qui tu as déjà fait un live il n'y a pas très longtemps, mais sur les freins au niveau de l'adulte. Donc, je sais qu'il y a encore beaucoup de questions qui vont rester sans réponse. Ça va frustrer beaucoup de mamans. Je les vois des tu peux pas savoir, il y en a un qui arrive. Donc, on fera un autre live. Ouais, moi, Mayenne, j'ai vraiment juste envie de dire à ces mamans, contactez un professionnel qui peut vous aider. Parce que nous donner comme ça le cas clinique de votre bébé en live, je peux pas vous aider. Il faut une première consultation frein, ça prend 1h30, 2 heures. Enfin, donc vraiment et je sais que ce sont des perles rares parfois, que c'est pas facile, mais essayez de contacter quelqu'un qui peut vraiment vous aider, vous, parce qu'en plus, un cas n'est pas l'autre, comme on l'a dit. Donc, voilà. Oui, puis pas hésiter à, voilà, par exemple, vous savez que moi, je le sais, vous me demandez et je vous dis s'il y a quelqu'un près de chez vous. Voilà, on a un réseau qui fonctionne très bien professionnel. Je viens poser la petite question, est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? Hop, entre nous, on peut se renvoyer, on peut renvoyer aux bonnes personnes. Faut pas hésiter à venir poser la question aussi. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué à trouver. Mais bientôt, il y aura un annuaire. Mais voilà, mais j'espère. Oui, voilà. Voilà. Les professionnels, ils doivent un petit peu se bouger. Mais on a du boulot en même temps. Tu nous as donné du travail, hein. Je sais, mais voilà. Bon, voilà. Toujours est-il que, voilà, je vois beaucoup de questions qui défilent. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'avec Caro, on pourra refaire des lives. Je pense que c'est possible. Je ne m'avance pas trop. Il y en a un qui arrive bientôt avec Delphine Meury, qui a été formée avec toi aussi, qui travaille avec Thierry Rousselet, qui écoute, sur Paris, donc on va en faire un aussi avec Delphine, d'ici peu. Donc c'est pareil, vous pourrez reposer vos questions. Et puis voilà, en tout cas, moi je vais te remercier d'avoir pris ce temps, parce qu'en plus toi, c'est l'après-midi pour toi avec l'équipe, donc c'est pas la même organisation que pour moi. Donc merci beaucoup. Il fait beau, donc voilà, j'ai ouvert la maison et je leur ai dit maintenant c'est le temps de maman et vous faites ce que vous voulez. Je sais pas comment. Voilà, non mais de toute façon on est confinés, mais on n'est pas isolés. C'est toujours la même. Voilà. Il y a toujours moyen de faire des choses. En tout cas, merci beaucoup.
Je te remercie Merci à vraiment de toi, tout mon Maëlle. cœur. Vraiment, je te remercie de tout mon cœur et à très bientôt. Hein. Et puis à très bientôt. Gros bisous, Caro. Salut Ciao. Maëlle, merci à